ses études à Lille. Il a notamment préparé le concours de l'ENS en prépa au lycée Federbe. Donc il est normandien, il est actuellement maître de conférence à l'université de Paris-Sorbonne, une thèse sur la gendarmerie et notamment donc effectivement un intérêt particulier pour la Troisième République, le triomphe de la République. C'est le titre donc, du 4e volume de l'histoire de la France contemporaine qui vient quasiment de sortir. En plus, notamment aussi pour notre sujet, d'une documentation photographique également consacrée au triomphe de la Troisième République. Nous t'écoutons. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Malgré le contexte évidemment compliqué et très difficile aujourd'hui, je vais essayer de parler de ce triomphe de la République auquel j'ai mis un point d'interrogation. Ici, c'est pas spécialement que j'avais des doutes, mais c'est que je voulais m'interroger finalement sur ce que recouvrait cette notion de triomphe de la République. Et pour vous expliquer ici, quand j'ai été amené justement à choisir le titre de cet ouvrage pour une histoire de la Troisième République, il y a tout un ensemble de questions qu'on peut se poser à ce moment-là. Le triomphe de la République était le titre qui m'était venu le plus naturellement, parce qu'il était sans doute le plus classique, le plus évident, qui a été employé justement par déjà plusieurs auteurs et qui permettait de rendre compte de cette impression d'une Troisième République victorieuse au terme d'un certain nombre de difficultés. Mais c'était un titre qui restait provisoire parce que j'étais mal à l'aise aussi avec l'idée de proposer un récit un peu téléologique, intégrant justement cette idée d'une République qui forcément serait victorieuse et qui en 1914 arriverait parfaitement armée devant les combats, ce qui mérite quand même beaucoup de nuances et de discussions. Par conséquent, en y réfléchissant bien, j'ai essayé justement de décaler un petit peu l'analyse et de voir ce triomphe de la République peut-être moins justement dans ce que le régime politique met en avant que dans tous les fondements sociaux, culturels, sociopolitiques aussi qu'il a pu réformer, mettre en place, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter ici. Je pars justement d'une photographie, une photographie de 1912, un bal du 14 juillet, qui me semble peut-être emblématique justement de ce que recouvre ce triomphe de la République. La République, c'est le régime qui réussit à imposer une culture du bal, qui a réussi à imposer sa fête nationale, qui réussit à créer pour le coup justement les conditions d'une peut-être pas une communion nationale, le terme serait trop fort, mais en tout cas d'une coexistence pacifique entre des groupes qui ne s'apprécient pas forcément, et ceci tout en modernisant le pays, ce que suggère également le choix pour cette illustration d'une photographie plutôt que d'une peinture. Il y a de magnifiques peintures pour le début du XXe siècle, mais le choix d'une photographie me permettait peut-être d'ancrer davantage cette Troisième République dans notre contemporanéité, dans ce temps finalement dont on est encore très largement les héritiers. Alors, le livre qui a été justement publié à l'automne dernier s'inscrit dans une collection que vous avez sans doute pu voir dans les librairies, une collection qui se veut justement une collection d'histoire sociale du politique, qui s'appelle Histoire de la France contemporaine et qui est donc publiée aux éditions du Seuil. Pour le moment, 7 titres. Le 7e est tout frais, il est sorti cette semaine. C'est le livre de Jean-Michel Guieux qui s'appelle Gagner la paix, 1914-1929. Alors si je vous présente justement ces couvertures, c'est pas uniquement par visée publicitaire, c'est aussi peut-être pour attirer votre attention sur un trait commun de toutes ces couvertures, ou presque, on peut introduire quelques nuances, c'est la volonté de poser des portraits de groupe, et autant que possible, c'est pas toujours possible, des portraits d'anonymes. Puisque justement l'idée c'est d'intégrer cette dimension d'une histoire des Français, plutôt qu'une histoire de la France en définitive ici. Il y a une histoire ici qui met l'accent justement sur la dimension sociale et culturelle, tout en intégrant évidemment la dimension politique. Et dans ce cadre-là, donc, on est amené à prendre position autour, pour le coup, véritablement, d'une évolution historiographique qui est très forte, et que je vous résume ici à très très grands traits. On avait un récit républicain qui était à peu près installé, qui s'est surtout installé d'ailleurs dans les années 1950-60,
dont témoignent par exemple les ouvrages de Jacques Chastenay, qui se lisent toujours extrêmement bien parce qu'ils sont magnifiquement écrits dans une très belle langue, mais qui historiographiquement sont très datés, et qui renvoient justement à une version très événementielle finalement de cette histoire républicaine, une version aussi finalement assez enchantée, où la construction de la République semble un processus qui ne laisse pas place à des zones d'ombre. Évolution très nette, dont témoigne par exemple, il y a 2 ans, la contre-histoire de la Troisième République, dirigée par Marion Fontaine, Frédéric Monnier et Christophe Prochasson, qui propose, par une succession d'approches thématiques, de mettre l'accent justement sur les zones d'ombre, d'ouvrir les boîtes noires de la République pour montrer un certain nombre d'éléments un peu plus troubles. Alors ces éléments un peu plus troubles, il est facile de les résumer. La question scolaire qu'on peut compléter avec les inégalités, la question coloniale, qui est ici la zone de trouble la mieux revisitée aujourd'hui par l'historiographie, la question féminine également, avec cette Troisième République qui est marquée aussi justement par une suggestion féminine, au moins sur le plan politique, même s'il y a des évolutions sociales. C'est ce que résume à mon sens très bien Madeleine Pelletier, une des grandes figures justement de cette belle époque, et puis des années 20-30 également, une médecin, une des premières grandes figures du féminisme, d'un féminisme très radical pour le coup, et dans un extrait de ce qui est plus ou moins ses mémoires, elle montre justement tout ce qui l'a déçu dans la République. Et j'aime beaucoup ce texte où elle explique qu'en ce 14 juillet, alors 14 juillet 1913 en l'occurrence, je voulais ressaisir une impression de ma petite enfance. La République m'apparaissait alors comme quelque chose de très beau, de très fort. Et la voilà qui explique justement que cette République, désormais, c'est quoi? C'est un fantôme, incarné par des messieurs très sages, très terre-à-terre, qui ne songent qu'à gagner le plus possible d'argent pour des dîners, des autos, des femmes stupides. Alors une vision finalement désenchantée de cette République, et évidemment, il faut ici intégrer cette dimension pour comprendre ce qui a pu constituer un projet républicain. Et là, je m'inscrirai dans le sillage également de ce qu'écrivait Vincent Duclerc dans son ouvrage publié chez Belin, dans la collection d'histoire de France de Belin, à savoir l'idée que la République, c'est d'abord une dynamique, et qu'elle doit être pensée justement comme un projet finalement, et non pas comme un État. Alors ce sont les clés justement sur lesquelles je m'appuie un petit peu ici. Ces clés, c'est de rappeler peut-être 2 idées fortes qui sont à mon avis les 2 dimensions les plus caractéristiques de cette première Troisième République. Je précise bien ici que je m'arrête en 1914. L'analyse serait différente si on prolongeait. D'abord, la fragilité du régime, qui peut nous paraître paradoxale, qu'il est plus difficile de comprendre aujourd'hui parce que nous, on sait justement que ce régime va durer près de 70 ans. Mais il ne faut jamais oublier que les contemporains n'auraient jamais parié là-dessus. Il faut être complètement fou en 1880 pour penser que cette Troisième République va s'étaler sur une si longue durée. Ça, c'est le premier élément à garder à l'esprit. Et le deuxième élément, c'est l'obsession du consensus. Ce régime est né dans les ruines d'une guerre civile, qui est la Commune de Paris, dans les ruines d'une défaite militaire, mais aussi d'une guerre civile. Et ce n'est pas un hasard, justement, si toute la construction du programme républicain va se faire dans la volonté d'effacer d'abord, puis de pacifier cette mémoire de la Commune, et du même coup, de s'écarter le plus possible du spectre de la guerre civile. Alors si on a ces 2 idées en tête, vous voyez, on comprend mieux finalement ce qui va être la cohérence du programme républicain. Une volonté de préserver le consensus parce que le régime en dépend. Parce que justement, s'il n'y a pas cette capacité à gérer un certain dissensus, eh bien le régime n'y survivra pas. Alors pour en prendre la mesure également, quelques éléments, quelques principes de méthode. J'en évoque simplement 3 ici, mais qui sont en fait les 3 post-it que j'aurais dû mettre sur mon ordinateur en permanence quand j'essayais d'écrire ce bouquin. Le premier, c'est de penser les échelles de la nation. La France, l'histoire de France ne s'écrit pas depuis Paris. Elle ne s'écrit pas non plus d'ailleurs depuis la campagne, ni depuis les colonies. Elle s'écrit dans tous ces endroits à la fois. Et c'est une véritable gageure, justement, ici, que d'essayer de jouer sur ce jeu d'échelle.
et de prendre en considération justement, par exemple, cette dimension très rurale de l'histoire de la Troisième République. Deuxième élément, il est plus évident, mais c'est de rappeler justement l'épaisseur du tissu social dans lequel s'inscrit la République. Tout simplement rappeler ici que la République n'existe pas sans une société, et une société qui très largement lui préexiste, une société que la République n'a pas inventée, dont elle hérite et qu'elle est amenée justement à réformer dans la mesure de ses moyens. Donc ça, c'est l'élément que je vais davantage développer maintenant. Et une dernière idée, la République dure longtemps. Alors effectivement, on le sait, c'est un truisme, mais c'est fondamental de rappeler tout simplement ici qu'entre 1871 et 1914, eh bien, il s'écoule 43 années, ce qui est beaucoup, ce qui correspond à 2 voire 3 générations politiques, ce qui correspond à des évolutions socio-économiques considérables. La France de 1880 la France de 1914 n'est plus la France de 1880. Par de nombreux aspects, on pourrait même dire que la France de 1880 est beaucoup plus proche de celle de 1848 que de celle de la Belle Époque. Et si on dit ça, on comprend mieux aussi la nécessité pour la République de s'adapter et la nécessité du même coup de voir la dynamique de cette histoire républicaine. Alors cette dynamique, comme on ne se refait pas, je vais vous proposer un plan en 3 parties. Une dynamique qui sera chronologique et même un petit peu dialectique, histoire d'enfoncer le clou complètement. Je vais d'abord vous poser tout simplement le projet de civilisation que cette République essaye de déployer dans les années 1880, à savoir ici peut-être les principes fondateurs. Dans un second temps, j'évoquerai une certaine inflexion conservatrice qui marque notamment les années 1890 et qui est assez intéressante parce qu'elle dessine une autre république possible, une république conservatrice. Et enfin, dans un dernier temps, je m'interrogerai sur les avancées démocratiques à l'aube justement du XXe siècle et à la veille de la Première Guerre mondiale. Alors, je vais brosser ça évidemment à très grands traits. J'ai un PowerPoint qui est un peu trop riche pour le temps qui m'est imparti, et donc je vais glisser assez vite sur un certain nombre de documents. Je suis évidemment à votre disposition si vous voulez qu'on en discute ensuite, et je précise que le PowerPoint sera disponible sur le site web de la PSG, donc vous pourrez vous référer aux documents si vous le souhaitez. Alors, l'affirmation d'un projet de civilisation, je partirai simplement du petit patron Denis Poulot, auteur d'un texte qui s'intitule « Le sublime ou l'ouvrier tel qu'il est et tel qu'il devrait être », alors qui est un ouvrage qui plaît beaucoup aux historiens du monde ouvrier et du social, puisque c'est le témoignage d'un petit patron républicain qui décrit justement les ouvriers de son usine, de sa petite usine parisienne, et qui fait une typologie assez invraisemblable entre ceux qui sont très politisés, ceux qui sont très alcoolisés, et tous fondamentalement étant assez immoraux. Et l'obsession de ce patron, qui est bien républicain, je le précise, c'est de moraliser ses ouvriers. Et voyez le programme qu'il trace. Plus de sublime, alors le sublime c'est l'ouvrier justement très festif. Plus de noces à Montreuil. Au lieu de flâner aux barrières où se situent tous les cabarets, on se rend à sa conférence, à son orphéon, à son expérience, à son cours de sciences, à la réunion publique, au théâtre où on joue le Cid, ou à l'exposition de peinture pour y voir un tableau représentant la bataille de Jemappes ou de Valmy. Pourquoi pas un samedi à la PSG, ça peut être un élément de programme aussi, mais en tout cas Denis Poulot nous le dit, voilà mon rêve, et ça résume assez bien justement ce fantasme moralisateur qui explique que le programme républicain ne se réduit pas du tout à une dimension politique. Il l'excède très largement, c'est vraiment un projet de civilisation. Vous connaissez sans doute ce document, cette image d'Épinal utilisée comme tract en 1881, qui est un classique, qu'on retrouve souvent dans les manuels scolaires d'ailleurs, qui est un document qui est assez précieux. Mais il est intéressant de relever ici que dans les 16 vignettes où la République réinvente un petit peu son bilan, mais où elle pose justement une sorte d'idéal de ce qui a été fait et de ce qui est en train d'être fait, et bien justement la dimension sociale, socio-économique est très présente. On y voit le chemin de fer qui arrive, on y voit l'épargne populaire, on y voit la fortune du commerce, on y voit des éléments qui, vous voyez, dépassent très largement la simple question de la libéralisation politique qui est en jeu au même moment.
Alors cette République donc, qui veut afficher son projet de civilisation, elle commence tout simplement par s'afficher, et la première idée, qui est très connue, donc je ne m'étendrai pas dessus, c'est simplement l'idée d'une République qui écrit son nom sur tous les murs, au sens littéral du terme, qui met sa statue partout, et là on peut rendre hommage à Maurice Agulon et à son analyse des Mariannes, des fontaines ornées du buste de Marianne notamment. Cette République donc, qui écrit son nom partout, c'est bien la preuve qu'elle est fragile. C'est bien la preuve, voilà, quand vous écrivez votre nom partout, c'est que vous craignez qu'on ne l'efface finalement. Ça me semble assez révélateur, mais ça me semble aussi révélateur d'un projet finalement très politique. La République est partout, y compris dans le social, y compris dans la fête, y compris, vous le voyez, dans le 14 juillet, qui a une dimension extrêmement politique, il ne faut pas l'oublier. On a tendance à l'oublier parce que la fête s'est dépolitisée par la suite, mais dans les années 1880, un 14 juillet, c'est une mobilisation républicaine. Il faut voir, alors c'est un tout petit, en bas de l'affiche, ici on est en Ardèche, le préfet de Rivière, qui précise, et ça il faut bien l'entendre au sens fort, « Je ne saurais trop inviter les habitants à pavoiser et à illuminer en raison de la fête nationale. Je compte sur leur patriotisme. » Alors, il faut ajouter à ça les circulaires, adressés notamment aux instituteurs, aux maires, aux fonctionnaires, leur disant qu'ils ont intérêt à mettre un petit drapeau tricolore à la fenêtre, parce que le 14 juillet, justement, ça doit se montrer. Et de ce point de vue, l'enterrement de Victor Hugo, la vignette de gauche ici, et surtout, j'allais dire, son transfert immédiat au Panthéon, qui pour le coup redevient le lieu républicain qu'il avait brièvement été autrefois, cette consécration républicaine du Panthéon avec l'enterrement de Victor Hugo en 1885, c'est un magnifique exemple justement de ce surinvestissement de l'espace public qui caractérise cette République naissante. Alors, s'ajoute à cela, sur un plan plus concret, une politique, ou plutôt plusieurs politiques du désenclavement. La République, au fond, au risque de paraphraser un petit peu Lénine, là c'est les comités d'arrondissement qui remplaceront les soviets et le chemin de fer qui remplacera l'électricité. C'est le chemin de fer qui en est un emblème majeur, et c'est l'occasion de présenter ce personnage qu'on oublie trop souvent, qui est Charles de Freycinet, qui a été un ministre d'une rare influence et sur une très longue durée. Il a occupé des fonctions ministérielles jusqu'à la fin ici, jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, et il est au centre d'un plan, le plan Freycinet, qui est mis en place à la fin des années 1870, qui est surtout étudié aujourd'hui sur le plan économique. Ce n'est pas forcément une grande réussite économique, mais c'est un projet avant tout politique qui consiste à intensifier la construction ferroviaire et à installer des voies de chemin de fer partout. Et c'est ce qui fait que la France de 1914 a un tissu ferroviaire sans équivalent aujourd'hui. Et évidemment, toute cette politique du chemin de fer, elle est pensée dans une logique justement de républicanisation de la société. Ce que montre merveilleusement bien un grand classique, qui est le livre de Roger Tabot, « Mon village, ses hommes, ses routes, son école », qui est emblématique dans une étude monographique d'un petit village Mazières en Gâtine, qui est emblématique justement de comment la République passe concrètement par l'ouverture d'une route, puis par l'ouverture d'une gare de chemin de fer, puis par les ponts, tout ce désenclavement qui crée une politique de la circulation. C'est l'occasion aussi d'évoquer par exemple le tunnel du Galibier, et tous ces cols qui aujourd'hui font les délices du Tour de France, mais qui sont pour beaucoup d'entre eux des constructions du génie public des années 1880-90 et qui témoignent donc de cet effort d'investissement. On connaît mieux, toujours dans cette politique qui vise à civiliser la société française, on connaît mieux bien sûr la question ici de la science et la question de l'école. Alors j'évoquerai simplement pour mémoire, d'une part, l'action fondamentale ici de Pasteur, et surtout l'instrumentalisation ou la médiatisation, plus exactement, du travail de Pasteur. Un Pasteur, c'est important par ce qu'il fait, mais Pasteur n'est pas républicain en soi. Ce qui est ici intégré au programme républicain, c'est la volonté de construire Pasteur comme une effigie du régime, de faire de ses funérailles en 1895 des funérailles nationales,
de construire sa statue dans la cour de la Sorbonne à côté de celle de Victor Hugo, et de manière plus globale, de montrer finalement que l'hygiène publique fait partie de manière intégrante du programme républicain. Alors ici, vous avez la vaccination du petit Joseph Meister, vaccination contre la rage, vaccination d'un enfant alsacien, ça va de soi, puisque là ça renforce également la dimension nationale qui est extrêmement présente dans tout ce programme. L'école, je ne reviens pas ici bien sûr sur les lois Ferry, plutôt que les lois Ferry, j'évoquerai ici leur mise en œuvre. Puisque c'est toujours une chose de voter une loi, de mettre en place des réformes, c'en est une autre de dégager des budgets qui permettent de la faire fonctionner. Or, ce qui est sans doute le plus important dans les années 1880, allez, je dirais même que c'est plus important que les lois Ferry ou que la loi Goblet, c'est le considérable investissement budgétaire qui est accordé. Un investissement budgétaire qui d'ailleurs est dénoncé par les conservateurs en 1885. Lors des élections, ils accusent la République de gaspiller, de construire des palais qui ne servent à rien pour les gamins. Et la réponse de Clémenceau est célèbre. Oui, des palais, on lui fait le reproche, il l'assume. Je voudrais que l'enfant, entrant dans une école, eût le sentiment qu'il entre dans un palais, puisque l'école devient véritablement le lieu de la République, avec la mairie. Et là aussi, il y a un programme de construction de mairie qui est intéressant à relever. Alors je termine sur cette première séquence, la République émancipatrice, c'est l'aboutissement, mais vous remarquerez le point d'interrogation qui s'explique assez facilement. Alors bien sûr, on a une volonté d'émanciper l'éducation, la science des questions religieuses. Et vous voyez Jules Ferry croquant un curé, ce qui rappelle la première phase de laïcisation des années 1880, même si elle est marquée par une volonté de souplesse également, qu'il ne faut pas oublier ici. Mais peut-être plus significatif et plus révélateur des limites de ce programme de républicanisation, les programmes scolaires. Alors des programmes scolaires qu'on peut lire à travers les instructions officielles. L'école doit prédisposer les garçons aux futurs travaux de l'ouvrier et les filles aux soins du ménage. La dimension genderier, la dimension d'enfermement social dans une condition est également tout à fait présente. Enfermement également dans un terroir. Jean-François Chanet l'a bien rappelé dans son étude sur l'école républicaine et les petites patries, mais l'école républicaine ne vise surtout pas à déraciner les enfants, au contraire, elle vise à leur faire aimer leur petite patrie. Voyez ce sujet du certificat d'études, sujet de rédaction, aimez-vous votre village? Pourquoi? Le quitterez-vous quand vos études seront terminées? Alors, la réponse n'est pas contenue dans la question, mais un peu quand même. Et vous voyez bien ce qui est plus ou moins attendu, ce qui est plus ou moins enseigné sur la valorisation du terroir. Je termine avec Lavis sur cette idée, ou plutôt avec Pierre Laloy, le pseudonyme par lequel Ernest Lavis signe son manuel d'éducation civique de 1880, un manuel d'éducation civique qu'il écrit avant que les programmes n'aient été d'ailleurs composés, puisque les programmes datent de 1882. Alors que nous dit Lavis? Il nous trace finalement le modèle républicain idéal. Mon père n'avait rien, j'ai quelque chose. Mes enfants, s'ils font comme moi, doubleront, tripleront peut-être ce que j'aurais laissé. Mes petits-enfants seront des messieurs. La République, c'est la promotion sociale, mais lentement. Plutôt que d'ascenseur social, on pourra parler d'un escalier avec de très nombreuses marches ici. Et ce qui est intéressant, c'est que, au fond, tout le problème qui se pose une fois que ce cadre est tracé, c'est de voir si la République a envie et capable d'en tirer les conséquences. Et justement, on parlait de Jaurès, mais Jaurès est le meilleur interprète de cette ambivalence. Quand il explique, dans un discours célèbre, que la République a éteint justement la vieille berceuse qui endormait finalement ici l'humanité par l'anticléricalisme, par la laïcisation, eh bien justement la population est émancipée, mais veut-on aller au-delà? Veut-on continuer le programme républicain et aller justement dans une logique de plus grande ouverture sociale? Ici, clairement, la première réponse, c'est non. Il y a une tentation conservatrice, une option conservatrice qui domine dans les années 1890. Alors, j'accélère un tout petit peu, je dis, je ne vais pas revenir sur chaque document ici, mais qui est lié justement à un contexte un peu plus global d'une France inquiète. Alors elle est inquiète pour beaucoup de choses, cette société française,
Elle est inquiète avec la dépopulation. Vous voyez cette mère de famille chargée d'enfants qui, elle, a bien mérité de la patrie, mais qui constate tous ces départements noircis sur la carte où il y a plus de cercueils que de berceaux. La France du XIXe siècle est un pays malthusien. La France de la fin du XIXe siècle est un pays qui est obsédé par cette angoisse de la dépopulation et par cette impression d'un déclin. Ce déclin se nourrit aussi à travers le fantasme de l'exode rural. Il n'y a pas d'exode rural au sens objectif du terme, hein, pas avant 1945, mais il y a des départs des campagnes vers les villes, et ces campagnes sont interprétées comme un exode rural. Le mot, justement, est popularisé dans les années 1890. Un roman en résume très bien la teneur, hein, c'est le roman de René Bazin, La Terre qui meurt, qui est un succès de l'année 1897. Et avec un vieux métayer attaché à la terre, un Vendéen, qui explique ici, quand son fils revient de l'armée, que les enfants sont partis, que l'une est partie tenir un café, que ce sont des paresseux qui veulent gagner de l'argent sans rien faire et qui ont le goût de la ville. L'idée étant que désormais, la nouvelle génération préférera aller à la ville. Et donc, mécaniquement, que toutes les valeurs, excusez-moi l'expression, foutent le camp. C'est ce qui résume, au fond, le roman de René Bazin. Alors, fait assez éclairant, hein, au risque de spoiler un petit peu la fin du livre, mais pas forcément la lecture la plus savoureuse qu'on puisse avoir en ce moment. Je trahis donc la fin du livre, bouchez les oreilles si vous voulez le lire, il est sur Wikisource. Les enfants du métayer sont partis, effectivement, mais la ferme va être reprise. Elle va être reprise par son ancien domestique, marié à sa fille. Le fait que ce soit repris par la fille et par l'ancien domestique, on pourrait le lire aujourd'hui comme une belle histoire républicaine. Pour René Bazin, c'est la fin la plus tragique qui soit. Et c'est très révélateur, justement, de cette angoisse conservatrice qui nourrit également l'antisémitisme. Et bien sûr, ici, il faut évoquer Drummond, le considérable succès rencontré par sa France juive en 1886, par la libre parole ensuite. Donc tout ce qui fait, hein, justement, que, à la veille de l'affaire Dreyfus, le prurit antisémite est déjà bien présent et gangrène une partie de la société française. Une partie, hein, seulement, il ne faut jamais l'oublier. La France est à la fois le pays où l'antisémitisme s'exprime le plus fortement, sans doute au moment de l'affaire Dreyfus, mais c'est aussi le seul pays où un Dreyfus, capitaine de l'armée, promis à une belle carrière, peut exister. Donc il y a cette double dimension qu'il ne faut pas perdre de vue. J'ajoute à ça la xénophobie. Alors, petite chanson que je ne me risquerai pas à vous interpréter, je n'en connais pas l'air, Les pots au bur ou la peste à Roubaix, une chanson anti-belge. Pour varier un petit peu des textes anti-italiens qu'on évoque plus généralement, et parce qu'on est quand même à Lille, eh bien on a ici donc cette peste de Roubaix, ces Belges qui prennent le travail, qui prennent les salaires, qui prennent les femmes des jeunes Roubaisiens. On est dans un climat de xénophobie populaire qui s'exprime aussi dans le bassin minier, les violences de Drocourt par exemple, qui s'expriment à Aigues-Mortes contre les Italiens. Il y a tout un climat finalement ici assez sombre qui se nourrit également d'une tension sociale beaucoup plus vive. C'est le retour de la question sociale. 20 ans après la Commune, le socialisme revient, reprend des forces, s'exprime plus librement, puisque justement les lois républicaines, la syndicalisation permise par la loi de 84, ont permis justement une émergence d'un discours plus contestataire, mais ce socialisme donc qui se développe est vu dans une large mesure comme une menace. Alors une menace dont témoignent d'une part les attentats anarchistes qui marquent la première moitié des années 1890. Je n'ai pas vraiment le cœur de m'attarder sur cette question aujourd'hui, mais c'est loin d'être inintéressant, hein, puisque cette question des attentats anarchistes, c'est l'invention finalement du terrorisme en région parisienne, en France, de manière plus globale, ça touche aussi des villes comme Saint-Quentin, Saint-Étienne, etc. C'est surtout l'invention d'une politique antiterroriste, avec ce que Jaurès dénoncera comme étant les lois scélérates. Mais c'est révélateur justement d'un climat ici de tension extrêmement forte. J'évoquerai aussi, mais là aussi sans m'étendre, hein, la fusillade de Fourmi, qui est révélatrice hein, justement de ce fossé de sang qui reste creusé entre la République et le monde ouvrier, même si ce fossé, certains s'efforcent de le combler. On peut évoquer justement
le discours d'un Clémenceau, hein, qui, à propos de fourmis, insiste justement pour expliquer à ses camarades républicains qu'il faut prendre en compte l'émergence de ce qu'il appelle le quatrième État, et dont il dit bien « il faut l'entendre, sinon il nous engloutira ». Donc, le potentiel, si vous voulez, ici, pour régler cette question sociale, il est présent, mais ce qui l'emporte, je vais faire dans ce sens-là, ce sont plutôt les convergences conservatrices qui dominent le pays. Alors, une convergence conservatrice qui serait incarnée par la figure de Jules Méline, figure passionnante ici, hein, de vrais républicains. C'est un disciple de Jules Ferry, il a été ministre de l'Agriculture, il est l'homme du protectionnisme, ce qui en fait la figure de proue des républicains, une figure très populaire dans les campagnes, mais il est surtout un vrai conservateur, convaincu que désormais la menace n'est plus à droite, mais elle est à gauche, convaincu qu'il faut essayer de se diriger justement vers un nouveau modèle, peut-être un modèle à l'anglaise, d'un parti conservateur qui parviendrait justement à synthétiser ici une droite républicaine qui n'existe pas encore vraiment à ce stade. Ces convergences, elles s'expriment plus globalement dans le contexte des années 1890 avec l'alliance franco-russe. Il faut bien rappeler que c'est un des éléments les plus importants de l'époque, hein, cette alliance franco-russe, et c'est très révélateur. L'alliance franco-russe, c'est quand même l'alliance de la carpe et du lapin, du régime le plus démocratique d'Europe et du régime le plus autocratique d'Europe. Et cette alliance, elle est vécue par une partie des républicains comme une trahison des idéaux républicains. Enfin, s'allier à la Russie, c'est quand même loin d'être évident à ce moment-là. C'est aussi la convergence autour de la question coloniale. Une question coloniale que j'ai laissée de côté dans une première partie, tout simplement parce qu'elle s'était construite de manière principalement pragmatique et relativement peu idéologique. L'idéologie de la colonisation, elle succède à la colonisation. Le discours de Ferry sur les races supérieures, leur droit et leur devoir à coloniser les races inférieures, c'est un discours qui ne prend son sens que dans un second temps. Dans un premier temps, il s'agissait de profiter d'opportunités, de construire des logiques commerciales, des logiques de puissance, mais c'est seulement dans un second temps qu'on va avoir tout un discours qui est celui de la civilisation. Pas dans la première phase. Mais cette convergence coloniale, elle culmine sans doute une première fois dans les années 90 avec les guerres en Afrique, à Madagascar, la fin de la pacification de l'Indochine, des éléments qui permettent là aussi de construire une sorte de synthèse conservatrice, large évidemment, une synthèse conservatrice qui reste toutefois fragile sur un point, la question religieuse. Cette question religieuse qui est celle justement qui domine les débats à l'époque et qu'on peut incarner ici à travers l'attitude du révérend père Olivier. Alors le révérend père Olivier est assez largement oublié aujourd'hui, j'ai eu du mal à trouver cette photographie, mais il est intéressant pour un épisode au moins. C'est l'incendie du bazar de la Charité, ou plutôt les conséquences de l'incendie du bazar de la Charité. Une très grave catastrophe, toute une partie de la bonne société parisienne meurt dans l'incendie, des femmes, des enfants, et du coup un enterrement très solennel, enfin une cérémonie très solennelle va être donnée à Notre-Dame de Paris. Fait très significatif, le président de la République, Félix Faure, et le Premier ministre Jules Méline, enfin le président du Conseil, décident d'y assister ès qualité. Ce qui est un signe vraiment de volonté, de rapprochement entre République, milieux anciennement monarchistes, milieux cléricaux. C'est vraiment un gage de bonne volonté. Et le révérend Olivier, qui est chargé du prêche, fait un prêche absolument incendiaire, dans lequel il explique qu'au fond cet incendie, c'est logique, parce que la République c'est le mal, et que Dieu punit le mal, et donc c'est la preuve que c'est compliqué de faire alliance avec des gens qui n'ont qu'une idée, justement, c'est de vous mordre, finalement, ici, dès que vous approchez un petit peu la main. Donc c'est un des éléments qui fragilise cette convergence conservatrice, mais cette convergence conservatrice explose, surtout avec l'affaire Dreyfus, puisque l'affaire Dreyfus va servir ici de grande clarification idéologique, en produisant, en quelques années, parce qu'il y a tout un travail évidemment ici d'identification des enjeux, mais en produisant en quelques années un cadre ici manichéen, plus clair, avec l'obligation de se positionner et avec la construction d'un gouvernement de défense républicaine qui, comme son nom l'indique, trace une ligne de démarcation entre ce qui est républicain et ce qui est rejeté dans le camp cléricalo-bonapartiste, pour reprendre les termes d'époque. Donc,
voyez, cette option conservatrice, elle a échoué, et on peut donc aller vers les avancées démocratiques qui caractérisent finalement la période des années 1900-1910. Alors des avancées démocratiques, vous le voyez, il faut bien l'avouer ici, elles sont fragiles. J'ai retenu ici cette double page de l'Assiette au beurre de 1902, qui est presque de saison, c'est l'approche de Noël, et vous voyez ce petit enfant, ce soir de Noël pour un petit Parisien pauvre, il voit le bonhomme Noël, qui est encore tout blanc à l'époque, Coca-Cola n'est pas encore passé par là pour repeindre sa houppelande, mais il est encore tout blanc, mais il passe au loin dans les beaux quartiers, et comme le dit la légende, il doit avoir honte des cheminées sans feu. Le Père Noël ne passera pas pour les petits-enfants parisiens. Cette société de classe, je vais y revenir, c'est bien la réalité des années 1900, mais, et c'est un mais extrêmement important, comme l'explique une des grandes figures républicaines, et une des grandes figures de l'éducation justement républicaine, Ferdinand Buisson, le monde marche. Nous avons tous, même les plus réactionnaires, des idées de justice sociale que nos pères n'avaient pas. Nous évoluons, quelquefois par saccades, souvent avec des heures de stagnation, mais au total, nous évoluons. Et ça résume très bien ce qu'on appelle derrière ces avancées démocratiques. Alors ces avancées, pour vous résumer la trame principale, c'est d'abord un grand élan, l'élan dreyfusard, qui est justement marqué notamment par la Ligue des droits de l'homme, créée pour l'affaire Dreyfus, mais qui continue après, qui combat notamment pour une armée plus démocratique, plus respectueuse des droits des soldats face à une justice militaire qui est vraiment l'ennemi absolu de cette Ligue des droits de l'homme. On a le mouvement des universités populaires, qui est fondamental, puisqu'il élargit là aussi considérablement le projet émancipateur de la République. On a également d'autres éléments qui sont moins directement rattachés au moment dreyfusien, mais je pense qu'on peut les lier d'une certaine manière. Un certain discours, d'abord humanitaire, alors c'est l'expression d'époque, hein. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui elle ait le même sens, mais un discours humanitaire pour ce qui concerne la justice. Il y a très clairement, quand on fait un peu d'histoire de la justice et du crime, un moment, 1898-1908, 10 années pendant lesquelles l'ère du temps est beaucoup plus libérale et beaucoup moins répressive. Alors, ça va changer et s'inverser radicalement dès 1907 en fait, mais il y a un moment qui est marqué notamment par l'action du juge Magniot, celui qui va être surnommé le bon juge, juge de Château-Thierry, et qui prononce un jugement très célèbre et très commenté en 1898. Ce jugement, que vous avez à gauche, attendu qu'au moment où la prévenue, une fille mère qui s'appelle Louise Ménard, attendu qu'au moment où elle a pris un pain chez le boulanger Pierre, elle n'avait pas d'argent, attendu, je vais directement à la suite, qu'il est regrettable que dans une société bien organisée, un des membres de cette société, surtout une mère de famille, puisse manquer de pain autrement que par sa faute, il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la prévenue des fins de poursuite, sans dépenses, etc. L'état de nécessité, c'est le premier grand jugement de l'état de nécessité, c'est pas le premier, il y avait déjà eu des états de nécessité consacrés, mais jamais mis en avant. Là, le juge Magniot en fait un combat politique. C'est extrêmement médiatisé, c'est un débat très présent de cette époque. C'est révélateur, vous voyez, de ce changement de ton. Autre changement de ton, la question féminine. Je l'évoquais un peu au début, la Troisième République n'a pas bonne presse pour ce qui est de la condition féminine, mais comme le montrent notamment les renouvellements très importants de l'historiographie américaine, les années 1900 sont un premier âge d'or du féminisme français. Il y a des suffragettes françaises, mais au-delà des suffragettes, Hubertine Auclair en particulier, il y a aussi tout un ensemble de combats pour une plus grande égalité des sexes, pour l'accès notamment à des professions. Et ici, on peut évoquer la figure de Jeanne Chauvin, qui a été en 1897-98 sous les feux des projecteurs, d'une manière absolument considérable. Elle fait souvent la une des journaux à l'époque. Fait intéressant, elle est très largement oubliée aujourd'hui. Mais Jeanne Chauvin a été la première femme docteur en droit, une soutenance qui s'est déroulée clandestinement, parce que les étudiants de la faculté de droit de Paris voulaient l'empêcher, qu'ils ont réussi à l'empêcher une première fois d'ailleurs, tension misogyne bien réelle. Elle est ensuite la première femme à obtenir le droit d'être avocate, et la première femme à plaider. C'est un exemple parmi d'autres, Bien sûr, on pourrait évoquer ici Marie Curie,
qui est un très bon exemple, et notamment les résistances auxquelles elle se heurte, y compris quand elle obtient son deuxième prix Nobel. Mais vous voyez, tous ces exemples sont un petit peu convergents, il y a quand même un vrai glissement. Et vrai glissement aussi sur la question coloniale. Je vous ai reproduit ici la couverture d'un des cahiers de la quinzaine de Péguy, celui que Félicien Chalais consacre au Congo français. Félicien Chalais, c'est un très bon exemple justement de militant qui est entré en politique par l'affaire Dreyfus, qui y reste par l'anticolonialisme. Alors qui va ensuite assez mal tourner. Il ne faut mieux pas s'intéresser à sa carrière post-années 30, mais c'est un autre problème. Mais Félicien Chalais est intéressant, il est l'un des premiers, vous le voyez ici, à s'attaquer vraiment dans son fondement même à la colonisation. Fait intéressant, c'est très largement en reprenant des argumentaires qui ont été forgés pendant l'affaire Dreyfus qu'il peut nourrir sa contestation de la colonisation. Alors, bilan, une société de classe, je ne reviens pas dessus. Vous retrouverez ici, et vous aurez l'occasion de le retrouver, donc le texte célèbre de Marcel Proust, dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs, où il évoque ces pêcheurs qui s'écrasent au vitrage pour voir l'électricité, la modernité, la beauté de ces grands hôtels, mais deux mondes hermétiquement séparés, justement, par une cloison de verre qui est représentative de ces barrières sociales, mais des barrières qui commencent à bouger un petit peu. Alors je laisse de côté la question scolaire, même s'il y a quelques mouvements, notamment le développement de l'enseignement primaire supérieur, qui est intéressant ici, mais il faut évoquer surtout le mécanisme justement des retraites ouvrières et paysannes, qu'on explicite pédagogiquement, on épargne, on touchera une rente. Alors certes, cette rente, elle sera réduite et on la touchera à 65 ans quand la plupart des gens seront morts, mais c'est un début. Cette loi de 1910, Jaurès le dit justement, elle est très imparfaite, mais elle vaut mieux justement que l'absolu silence dans lequel jusque-là se gérait la question des retraites ouvrières. Et l'impôt sur le revenu, voici une des très nombreuses affiches anti-fiscales, anti-impôt sur le revenu. Alors l'impôt sur le revenu est presque dérisoire en 1914 quand il est enfin voté après avoir traîné pendant 18 ans sur les bureaux de l'Assemblée. Donc c'est finalement très peu de choses, mais la vigueur des affiches de la campagne antifiscale nous révèle finalement que l'impôt sur le revenu est un symbole fondamental, c'est le symbole de cette émergence très progressive d'une logique de redistribution, et au fond, la vigueur avec laquelle les conservateurs s'opposent à l'impôt sur le revenu témoigne de l'importance de cet enjeu, fut-il à ce moment-là proprement embryonnaire. Alors, au-delà de ça, donc, la République, et j'en ai presque fini, je vous rassure, il ne me reste plus que deux choses à vous évoquer, c'est l'apprentissage du dissensus, c'est l'apprentissage, justement, d'une capacité à s'affronter, mais sans aller, justement, dans un affrontement violent, à gérer, justement, un certain nombre de cadres communs partagés. Alors, ces cadres communs partagés, je les évoquerai ici à travers 3 épisodes dans l'ordre chronologique. Le premier, c'est le célèbre banquet des maires de France de 1900, un banquet où on trouve 22 000 maires à peu près, un banquet dont vous avez une photographie, vous avez une chanson qui n'est pas une chanson très connue, mais qui est au fond, si vous voulez, la chanson, même si je n'ai jamais entendu, c'est celle que j'ai à l'esprit finalement à chaque fois que je pense à cette période, surtout pour ce distique. C'est nos aïeux qui prirent la Bastille, et nous, messieurs, nous prendrons le café. Eh bien, je trouve que ça résume parfaitement la Troisième République. Il ne s'agit plus de prendre la Bastille, il s'agit de savoir prendre le café ensemble, et ça n'est pas rien. C'est déjà, finalement, la marque, justement, d'un certain apprentissage, finalement, du consensus et donc du dissensus, les deux allant ensemble. Deuxième épisode, qui ici se balade par les méfaits d'une mise en page capricieuse, les inventaires de 1906. On peut évidemment les présenter sous l'angle des affrontements entre l'Église et la République. On peut rappeler qu'à Bosquet, par exemple, pour parler de la région, on a un mort. Mais on peut aussi mettre l'accent sur le fait qu'il n'y a qu'un mort, sur le fait que les inventaires sont suspendus, et sur le fait, comme le rappelle ce témoignage parmi beaucoup d'autres, que dans de nombreuses églises, ça se passe bien. Et peut-être qu'ici, il n'est pas inintéressant à propos des inventaires de regarder le verre
aux deux tiers pleins plutôt qu'aux tiers vides. Parce que les inventaires sont peut-être moins violents, moins révélateurs des tensions qu'on a tendance à le croire. En tout cas, je pense qu'il y a une balance ici à tenir. Dernier épisode que j'évoque ici, une date qui mériterait d'être beaucoup plus présente dans l'histoire de France, c'est la date du 17 octobre 1909. Alors, 1909, c'est l'année où l'anarchiste espagnol Francisco Ferrer est exécuté. Il y a des manifestations dans toute l'Europe en soutien à Francisco Ferrer. Ces manifestations sont très violentes à Paris. Quelques jours avant le 7 octobre, il y a une manifestation dans laquelle on ramasse une soixantaine de blessés. Il y a eu des violences terribles, des immeubles saccagés, etc. C'est le modèle justement d'une république qui n'arrive pas à maintenir l'ordre. Mais voilà, le 17 octobre, un pari est fait. Ce pari est double. D'une part, la préfecture de police, qui, contrainte et forcée, parce qu'elle n'a pas les moyens de maintenir l'ordre autrement, accepte de tolérer un rassemblement, accepte en gros de ne pas aller à l'affrontement tout de suite. On va rester un peu à distance. Et de l'autre côté, des manifestants qui décident de mettre en place, vous l'avez sur la photographie, un système d'hommes de confiance. Les hommes de confiance, c'est le nom ancien du service d'ordre de manifestation. Ces hommes de confiance, leurs noms sont publiés en une de l'Humanité ce jour-là. Et ils ont une sacrée responsabilité parce qu'ils prennent sur eux la responsabilité des dégâts de la manifestation. Donc on peut ici souligner que c'est loin d'être indifférent et on peut rappeler que cette manifestation se déroule bien. C'est l'une des premières grandes manifestations pacifiques et pacifiées de l'histoire de France. Donc il me semble important d'en prendre la mesure, justement, pour bien comprendre justement comment on apprend à protester, mais dans un cadre légal établi. Je termine avec un dernier auteur et un dernier texte qui est le grand romancier de la Troisième République, Jules Romain, Les Hommes de bonne volonté. Alors les Hommes de bonne volonté s'ouvrent en 1907, se terminent en 1932. C'est plutôt ici la fin de ma période, et le texte que je vous cite est écrit en 1934. Mais je trouve ce texte absolument admirable. C'est le dialogue entre l'un des héros du livre, Gère Fagnon, un jeune normalien venu de la région lyonnaise, qui discute avec un instituteur du 18e arrondissement parisien, Clan Ricard. Et Gère Fagnon, vous le voyez, est surpris parce que Clan Ricard s'enthousiasme pour les grands ancêtres de la Troisième République. La scène se déroule en 1908 ici. Il avait de la peine à s'enthousiasmer pour le passé de la Troisième République. Il apercevait une longue suite de chapeaux haute forme, de redingotes, de bedonnements, des prouesses surtout oratoires et dans un mauvais style, des combinaisons sans même le sombre génie de l'intrigue, de la roubladise bourgeoise, peu de grands dessins, peu de vrais périls. Il dit tout haut, « Vous êtes frappés tant que cela de ce qu'ils ont fait ?» Je pense à la séparation, un peu avant à l'affaire Dreyfus. En remontant plus haut, il y a eu la lutte contre le boulangisme, l'affermissement et l'organisation de la République, l'instruction obligatoire. Gère Fagnon répond « Oui, évidemment, mais tout ça n'est pas d'une couleur, d'un relief très héroïque. » Et je ferai mien le mot de la fin de Clan Ricard, ça nous est facile à dire, ne vous imaginez pas que cela se soit fait tout seul. Merci pour votre attention. Merci pour cet exposé brillant et puis synthétique en même temps. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Arnaud de l'écoute? Moi, c'est simplement une toute petite remarque. Alors, je ne nie pas du tout, bien sûr, l'atmosphère xénophobe, mais le texte que vous nous avez montré, les Potobures, c'est vraiment un texte qui accuse non pas les Belges, mais les frontaliers qui viennent travailler à Roubaix et qui vivent de l'autre côté de la frontière. C'est un tout petit peu différent. Oui, vous avez tout à fait raison. Ça fait partie justement des nuances importantes à apporter sur cette xénophobie qui est largement partagée, mais qui prend des formes justement extrêmement variables. Et d'ailleurs, quand on regarde bien, c'est un peu la même chose pour Aigues-Mortes. Les Italiens qui sont visés ne sont pas notamment les Italiens francisés. Ce sont certaines catégories d'Italiens et ils sont visés. Enfin, il est nécessaire d'entrer dans le détail là-dessus pour bien saisir les nuances. Mais là, il faut aller vite. Et on peut renvoyer justement aux travaux de Gérard Noiriel sur cette question qui sont vraiment fondamentaux. Bonjour, je suis désolé de monopoliser les questions.
Fraissinet, vous avez beaucoup évoqué le poids économique et surtout social très important de la politique ferroviaire de Fraissinet. Je voudrais évoquer sa politique portuaire. Alors ici, dans la région, quand on connaît la toponymie portuaire au nord de la citadelle de Dunkerque, on sait que c'est un personnage très important. Je voudrais savoir si ça se retrouve dans notre ville. Est-ce qu'on lui donne la Joliette? Est-ce que ça n'a rien à voir, la Joliette à Marseille? Et par ailleurs, donc, déjà voir si la politique portuaire de Fraissinet est aussi importante que sa politique ferroviaire, et quelle est sa dimension sociale? Est-ce que, comme la politique ferroviaire, c'était un petit peu l'idée de relier un petit peu tous les villages de France, est-ce que l'idée c'était de relier les différentes parties de l'Empire colonial? Je ne sais pas. Alors, je vais commencer par me défausser pour vous donner la réponse la plus précise. Il y a un colloque Fraissinet qui s'est tenu à Clermont-Ferrand il y a quelques mois, auquel je n'ai pas pu assister, mais qui justement consacrait 2 communications à la question des ports. Et donc, a priori, incessamment, il y aura des éléments de réponse, mais que je n'ai pas encore. Tout ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que oui, il y a toute une œuvre portuaire, mais surtout fluviale. Et en fait, Fraissinet, c'est le gabarit Fraissinet des canaux, des péniches. Qui s'intègre évidemment clairement dans la même logique de construire une société de la circulation. Après, je suis moins convaincu que ça a été une priorité de Fraissinet lui-même, qui a laissé son nom, mais qui n'est pas aux affaires au moment où les principales mesures sont prises. Donc là, je pense que c'est une politique plus globale, et il faudrait regarder l'action de l'administration des travaux publics. Mais là, il y a justement, c'est très emblématique, des sujets d'histoire qui gagneraient à être traités, mais le ministère des Travaux publics ne fait pas rêver grand monde. Et pourtant, faire son histoire, ce que je ne ferai pas, mais serait un excellent moyen de savoir beaucoup plus concrètement justement ce qui se joue avec cette société de circulation.